Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo peut-être pour vous aider par rapport à l'état final d'un système qui était un exercice Python à faire, donc en rapport avec une réaction chimique et un programme qui vous permettait d'avoir l'état final du système pour un avancement XF puis Xmax en fonction de ce qu'on vous demandait. Alors, vous aviez un premier document où on vous montrait une partie du programme, donc c'est un extrait du programme Python que vous allez avoir à utiliser, où on vous parle de la réaction qui est prise en compte. Alors ici, la réaction qu'on va étudier, c'est la réaction où les réactifs sont le lion permanganate, l'ion fer 2 et les ions H+, donc voici les réactifs, et les produits, donc prod ici, sont Mn2+, Fe3+, et l'eau. D'accord? Donc l'équation de la réaction qu'on étudie, c'est celle-ci. Vous avez ensuite les coefficients de la réaction qui sont indiqués. Donc 1 pour MnO4-, 5 pour Fe2+, 8 pour H+. Donc ça coïncide bien avec les coefficients que vous avez ici. Et pour les produits, les coefficients 1, 5 et 4. Donc coefficients stoichiométriques 1, 5 et 4. Donc dans ce programme, on va lui dire que la réaction étudiée, c'est celle-ci. On va lui donner la formule des réactifs et la formule des produits avec les coefficients stoichiométriques. Ensuite, dans ce programme, vous avez également rentré la quantité de matière des réactifs et la quantité de matière des produits. N réac, N produit. Donc c'est des listes, c'est sous forme de liste quand c'est comme ça. Et par exemple 0,1, ce sera la quantité de matière initiale pour MnO4-, le premier réactif. 0,1 mol sera la quantité de matière initiale pour Fe2+. Et NC, ça veut dire non connu, donc pour H+, puisque H+, sera en excès. Pour les produits, on a 0 pour Mn2+, 0 pour Fe3+, et non connu pour H2O, puisque c'est le solvant, et il sera en excès. Donc, vous avez une fiche d'accompagnement que là, je vais pas prendre, mais que évidemment, il faut regarder pour bien comprendre ce programme. Juste un petit détail, en physique, on n'a pas à savoir écrire le programme Python. Il faut savoir comprendre ce qui est noté, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire avec ce programme, et compléter certaines petites parties, mais sans forcément connaître vraiment le langage Python. En physique, on ne vous demandera pas de connaître tout par cœur. Par contre, de pouvoir aller rechercher pour savoir à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait dans ce programme-là, oui, évidemment, vous pouvez être amené à aller chercher de quoi il retourne. Là, vous aviez une fiche méthode, une fiche d'explication du programme, et je vous avais mis aussi une petite fiche avec des mémos sur telle ou telle fonction en Python, à quoi ça peut servir. Ensuite, donc la suite du programme, c'est ici cette partie du programme qui nous permet de calculer et d'afficher les quantités de matière des réactifs pour un avancement X donné. Donc cet avancement-là, donc pour un avancement X donné, on veut qu'il écrive quelles sont les quantités de matière des produits et des réactifs restants. Alors pour ça, ici, vous avez, donc là c'est écrit écrire, donc il va écrire réactif. Alors ça il va faire ce qu'on appelle une boucle for, donc de I, il va prendre tous les réactifs, donc à la suite, tous les réactifs. Si la quantité de matière du réactif est non connue, il va écrire un espace, le nom du réactif en question est en excès. Donc ce sera le cas de H+, par exemple. Sinon, si jamais donc la quantité de matière de réactif est connue, il va écrire, alors round ça veut dire il va arrondir, et il va calculer ça c'est un calcul qu'on lui fait faire, la quantité de matière de réactif initiale, donc I qu'on a rentré ici là, quantité de matière des réactifs, hop, elles sont rentrées ici. Donc quantité de matière initiale du réactif I, moins X, donc c'est l'avancement, fois le coefficient stoichiométrique, qui ont été rentrés également, les coefficients des réactifs ici. Donc il va faire ce calcul pour tous les réactifs, et le 3 veut dire ici qu'on arrondit à 3 chiffres, après la virgule, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Donc il fait ce calcul-là. Et pour chaque réactif, il va écrire un espace, le nom du réactif en question, 2 points. Il va écrire la quantité de matière donc qu'il a calculée là, d'accord? Puisque là, il va la calculer. Et il va écrire mol, donc pour l'unité, d'accord? Ensuite, on fait pareil pour les produits. Alors pour les produits, la différence, c'est que pour les réactifs, c'est la quantité de matière initiale moins ce qui a été consommé.
Et ce qui a été consommé, c'est le coefficient stoichiométrique fois l'avancement X. Pour les produits, la quantité de matière restante, ou produite plutôt, c'est la quantité de matière de produit qu'on avait au départ, plus, donc c'est 0, hein, plus X fois le coefficient stoichiométrique. Et là encore, on garde 3 chiffres après la virgule. D'accord? Et il va écrire tous les produits avec toute leur quantité de matière en mol pour l'avancement X qu'on va lui donner. D'accord? Alors, vous aviez donc la fiche d'accompagnement du programme. Ça, on va y revenir, c'est pour la fin, hein, c'est pour la deuxième partie de l'exercice. Alors, première chose qu'on vous demandait, c'est d'exécuter le programme bilan de matière 1 à modifier. Donc, je vais vous le montrer avec EduPython. Et on va l'appliquer en l'état. Et ensuite, on va modifier pour XF égale 0,020 mol. On va noter les quantités de matière finale. Et ensuite, vous allez me dire, on va regarder que dire de l'état final pour ces réactifs-là. Alors, je vais aller du côté du programme, du coup. Donc, voilà, et du Python. Hein, donc, je vous montre tout en entier. Donc, on a ça. Je me mets comme ça. Et voilà le programme que vous avez. Alors, ici, j'ai déjà expliqué le début. Hein. Donc, ça, tout ce qui est en grisé, tout ce que vous avez en grisé ici, ça n'est pas le programme. C'est pour expliquer ce qu'on fait. Tout ce qui est en couleur, c'est le programme à proprement dit. Donc, ça, on l'a déjà expliqué, les réactifs avec leurs coefficients, les produits avec leurs coefficients, les quantités de matière initiale des réactifs et des produits, donc sous forme de liste. Là, ça vous rappelle tout dans le détail. Ensuite, une partie ici que je n'ai pas expliquée qui permet au programme d'écrire l'équation de la réaction. Donc, tout ce qui est entre guillemets, c'est des chaînes de caractères hein, qui vont être écrits. Donc là, print, ça veut dire on imprime, on écrit l'équation de la réaction et on lui fait écrire l'équation de la réaction avec cette petite partie de programme qui est qu'en fait, dans équation au départ, on n'a rien, d'accord, c'est un espace. Et ensuite, on va faire sur tous les réactifs, donc c'est une boucle, pour tous les réactifs que vous avez dans la liste non des réactifs, donc il y en a 3. Qu'est-ce qui se passe? L'équation finalement va s'écrire petit à petit. D'abord, c'est ce qu'on avait au départ dans équation, c'est-à-dire au départ un espace, plus STR, ça veut dire chaîne de caractères, hein, mais c'est pas grave. On va écrire le coefficient du premier réactif. Donc par exemple, il va écrire au départ 1 pour MnO4-, donc il va écrire 1, plus un espace, plus le nom du premier réactif associé, donc il va écrire MnO4-. Il va aller chercher dans la liste 1 et MnO4-. Donc l'équation va commencer comme ça. Ça va commencer par un espace plus 1 fois MnO4-, d'accord? Ensuite, si ce n'est pas le dernier réactif, c'est-à-dire si ce n'est pas le dernier réactif et qu'on en a encore après, il va écrire plus, d'accord? Ensuite, si c'est pas le dernier réactif, il va continuer comme ça jusqu'à la fin des réactifs. Sinon, si c'est le dernier, il va mettre une flèche. Pour les produits, c'est pareil. Donc, il écrit l'équation à la fin de cette partie-là. Il y a eu une équation, donc avec la flèche. Il l'écrit et il rajoute le coefficient du produit, plus un espace, plus le nom du produit, jusqu'à ce qu'il y ait plus de produit. D'accord? Et ensuite, print, donc il écrit tout ce qu'il y a dans équation, c'est-à-dire toute la suite. Ensuite, dans le programme, il y a création d'une grandeur vide pour Xmax. Donc pour l'instant, Xmax ne vaut rien. D'accord, known, ça veut dire rien. Pour l'instant, c'est rien parce que c'est une autre partie de ce qu'on va vous demander de modifier. Sinon, la partie importante, c'est l'état du système pour un avancement X. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà expliqué, que vous avez dans le document préparatoire, là, le document que vous avez sur votre activité. Et au niveau de l'affichage, une fois qu'on a quand il a fait tout ça, là, affichage de l'état initial, il va écrire quantité de matière à l'état initial et il va écrire l'état du système à 0. C'est quoi qui vaut 0 ici? Regardez, état du système, donc c'est cette fonction-là. C'est une fonction de l'avancement X et là, il lui demande de mettre 0 à la place de X. Donc là, il va écrire les quantités de matière qu'on a à l'état initial. D'accord? Donc quand X égale 0. Donc il va faire ça pour X égale 0. Print, il va écrire l'état du système. Ok? Ensuite, ça, ce sera à modifier après. Là, voilà. Là, c'est vous qui rentrez la valeur du X final. Donc là, pour l'instant, c'est 0,01 mol. Et
Du coup, affichage de l'état pour l'avancement XF. Si XF, c'est ça, égale Xmax. Alors pour l'instant, Xmax, c'est rien. Xmax, c'est known. Donc, si c'est XF égale known, mais XF n'est pas égal à known, puisqu'il est égal à 0,01. Donc, s'il n'est pas égal, donc c'est else, écrire quantité de matière pour l'avancement XF. On écrit la valeur de XF qu'on a rentrée, donc ce sera 0,01, et en mol. Et il écrit l'état du système quand X égale XF. Donc, il va remplacer dans cette partie du programme, X ici, à chaque fois que vous avez X, il va remplacer par la valeur XF égale 0,01. OK? Si XF égale Xmax, bah, il écrira quantité de matière pour l'avancement maximal Xmax. Ce sera pour après. OK? Donc, ça sera à modifier pour la suite. On commence par appliquer le programme tel quel. Donc, on l'exécute. Donc, si on l'exécute à la console, voilà le résultat. Alors là, vous ne voyez pas tout, donc je vais me descendre un petit peu. Hop, voilà ce qu'on obtient. Donc, on a l'équation de la réaction qui est écrite. D'accord? Quantité de matière à l'état initial pour les réactifs, pour les produits, 0,0, logique. Et quantité de matière pour l'avancement XF égale 0,01 mol. Pour les réactifs, voilà ce qui se passe. Et pour les produits. OK? Alors, dans l'activité, on vous demande de noter, donc d'exécuter le programme en l'état. Donc, ça y est, c'est fait. Puis, pour XF égale 0,020 mol. Alors, juste, on peut quand même regarder, hein. Quantité de matière à l'état final pour XF égale 0,020 mol. Il nous resterait 0,09 mol de MnO4-, 0,05 mol de Fe2+, H+ est en excès, et on aurait formé 0,01 mol de Mn2+, et 0,05 mol de Fe3+. Là, il nous resterait les deux réactifs à l'état final. Donc ce serait une réaction qui n'est pas totale. D'accord? Dans ce cas-là, pour ce XF-là, soit ce XF n'est pas le vrai X final parce que la réaction n'est pas totale, soit dans ce cas-là, ce serait un avancement final. Si c'était le vrai avancement final de la transformation, on n'aurait pas de réaction totale. La réaction ne serait pas totale. D'accord? Alors, on vous demande ensuite de remplacer, de mettre XF égale 0,020 mol. Alors, pour ça, il n'y a rien de plus facile. Vous allez au niveau de XF ici, et vous écrivez à la place de 0,01, 0,02. D'accord? Et on exécute le programme. Hop. Alors voilà mon programme exécuté. Alors que se passe-t-il? Les quantités de matière à l'état initial sont toujours les mêmes, je n'ai rien modifié. Quantité de matière pour XF égale 0,02 mol, 0,08 mol de MnO4- à la fin. Il n'y a plus de Fe2+, donc ce serait lui le réactif limitant, et on aurait formé 0,02 mol de Mn2+, et 0,1 mol de Fe3+. D'accord? Donc, que dire de l'état final des réactifs pour XF égale 0,020 mol? Ben, on aurait Fe2+, le réactif limitant. D'accord? Donc ça, c'était le début de ce que vous aviez à faire. On continue. Du coup, hop, ensuite, on vous demande de fixer XF à 0,030 mol et d'exécuter le programme. Quel problème se pose alors? Alors, on y va. Hop, je me remets là. On y va. Je prends XF égale 0,03 mol. D'accord? Et j'exécute. Alors, qu'est-ce que ça nous donne si on regarde? Hop, hop, hop. 0,03 mol, donc on est là. D'accord? MnO4-, il m'en resterait 0,07 mol. Et Fe2+, moins 0,05 mol. Alors ça, c'est pas possible. On ne peut pas avoir une quantité de matière négative à la fin. Donc ça veut dire que ça, c'est un XF qui est beaucoup trop grand. D'accord? Il y aura un réactif limitant avant d'avoir atteint cette valeur XF égale 0,03 mol. Donc du coup, il y a un problème, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de réactif limitant. Il y en a un qui a une quantité de matière négative. OK? Donc ça, déjà, il y a un souci. Alors, je remets comme c'était avant. On continue. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous demande de fixer 0,10 mol pour la quantité de matière initiale de MnO4- et 1 mol pour la quantité de matière initiale de Fe2+. En tâtonnant, modifiez le XF pour déterminer l'avancement maximal de la réaction. Quel est le réactif limitant? Donc là, on va modifier XF tout le temps pour voir un petit peu
quel est le XF pour qui on a un réactif limitant et on va voir lequel est-ce. Alors, on y va. Donc, c'est 0,10 mol pour les quantités de matière initiale de MnO4- et 1 mol pour Fe2+. Alors, je me remets là. Hop. Donc, je vais modifier le programme pour modifier les quantités de matière initiales. Alors, c'est où? C'est tout au début. Donc, on a les réactifs, les produits, et voilà les quantités de matière de réactifs. Ici, on avait 0,1 pour MnO4-. Donc là, c'est 0,1, ça reste. Par contre, là, on avait 0,1 pour Fe2+, et on veut 1 mol. Donc, du coup, je modifie, je mets 1 mol. D'accord? Alors là, j'ai fait une bêtise. C'est un piège, mais c'est très important. La virgule en Python, c'est un point. Si je mets une virgule, il ne va pas comprendre. Donc surtout, je mets 1,0 avec un point. Sinon, vous auriez eu une erreur au niveau du programme. Vous l'avez peut-être fait d'ailleurs. Donc voilà, j'ai modifié comme on nous demande. Je vais exécuter le programme. Alors pour l'instant, j'ai XF égale 0,01 mol. D'accord, j'ai remis au départ. Voyons ce que ça donne. Alors, on arrive à quoi? On arrive pour les réactifs à l'état final. 0,09 mol, il me reste de MnO4- et 0,95 mol de Fe2+. Alors, je suis loin de l'avancement final. Donc, je modifie, je vais mettre 0,002. Voyons. Alors, il faut tâtonner comme ça. D'accord? Alors, si je le fais ici, il me reste des deux, 0,08, 0,9. Alors là, je vais aller plus vite. Vous pouvez tâtonner, tâtonner, tâtonner. Je vais mettre 0,1. 0,1 carrément. 0,1 mol. On y va. Ah! Alors là, si je regarde, je n'ai plus de MnO4- et il me reste 0,5 mol de Fe2+. D'accord? Donc là, j'ai trouvé la valeur du XF, donc la valeur du X final, pour avoir un réactif limitant. Et il se trouve que le réactif limitant, dans ce cas-là, c'est MnO4-. D'accord? Et ce sera lui le réactif limitant en premier, puisqu'ici, Fe2+, il me reste une certaine quantité de matière. Donc c'est bien MnO4- le réactif limitant pour un XF de 0,1 mol. Ok, donc vous avez tâtonné. Alors peut-être que vous avez choisi un XF de 0,2. Dans ce cas-là, vous avez vu qu'il y avait une quantité de matière négative, donc c'était trop grand. Donc en tâtonnant comme ça, vous arrivez à la bonne valeur de XF. Alors, la suite. Donc on vous demande, pour continuer, d'ouvrir le programme bilan de matière 2 à modifier et de compléter la partie déterminant et affichant l'avancement maximal. Vérifier son bon fonctionnement en exécutant le programme pour XF égale Xmax. Alors, c'est ici, donc je vais ouvrir le programme à modifier. Donc, c'est le même, sauf que comme en Python, dès que vous modifiez, ça enregistre. Du coup, on ouvre un deuxième programme au cas où. On va modifier ici. Alors, c'est quoi cette partie du programme? Alors, il crée la variable qu'on appelle rapport. Et il fait encore une boucle for, on vous en parle dans la fiche de présentation du programme. Et dans la boucle for, il va balayer tous les réactifs, d'accord? Et si la quantité de matière de réactif égale non connue, ok, il va mettre dans le rapport, là, cette variable, il va mettre quelque chose, d'accord? Il va calculer quelque chose. Et Xmax, ce sera quoi? Ce sera le minimum de tout ce qu'il aura calculé, donc de ce qu'il va mettre dans rapport. Donc rapport, ça va être une liste, vous voyez, entre crochets. Dans cette liste, il va mettre plein de valeurs qu'il va calculer à partir de tous les réactifs, d'accord? Et Xmax, ce sera le minimum de tout ce qu'il y a dans cette liste, donc il va prendre la valeur la plus petite. Donc en fait, c'est quoi cette liste? C'est ce qui nous permet de calculer l'avancement maximal. Alors, pour bien comprendre comment ça se passe, vous avez ici une équation de réaction, c'est MnO4-, donc l'ion permanganate, plus 5Fe2+. D'accord? Plus plein de choses. D'accord? Le reste, je m'en fiche. H+, c'est en excès, et les produits, je m'en fiche ici. Si je faisais vite fait un tableau d'avancement, donc désolé, je suis à la tablette là, donc c'est pas très pratique. Je vais faire un mini tableau rapide avec état final, état initial. À l'état initial, X vaut 0. Combien vaut la quantité de matière de MnO4- au départ? C'est Ni de MnO4- qu'on a rentré dans le programme, je vous rappelle. Et pour Fe2+, c'est Ni de
Fe de plus. D'accord? À l'état final, si la réaction était totale et qu'on veut calculer X max, bah, qu'est-ce qu'on a pour la quantité de matière de MnO4- à l'état final? C'est la quantité de matière initiale de MnO4- moins X max. D'accord? Pour Fe2+, il nous resterait Ni de Fe2+, donc quantité de matière initiale, moins, attention, 5 X max. D'accord? Comment faire pour trouver les valeurs de X max possibles? Puisqu'en fait, c'est ça qu'on va rentrer dans la liste rapport. Et il faudra prendre la plus petite valeur. Bah, il y a deux possibilités. Soit c'est MnO4- le réactif limitant. Donc si c'est MnO4- le réactif limitant, ça sous-entend que Ni de MnO4- moins X max égale 0. D'accord? Donc ça sous-entend que X max serait égal à la quantité de matière initiale de MnO4-. Sur quoi qui est sous-entendu? Sur son coefficient stoichiométrique. D'accord? Puisqu'ici, c'est comme si on avait Ni de MnO4- moins 1 fois X max, puisque le coefficient stoichiométrique vaut 1. Deuxième possibilité, c'est si Fe2+ est le réactif limitant. Alors dans ce cas-là, Ni de Fe2+, moins, attention, son coefficient stoichiométrique fois X max égale 0. Donc ça sous-entend que X max égale la quantité de matière initiale de Fe2+, sur son coefficient stoichiométrique. Je résous l'équation. Ok? Donc il y a deux possibilités pour X max ici. Au final, c'est quoi? Là, ça sera quoi l'expression générale de X max? Bah, ça serait la quantité de matière initiale du réactif, donc soit MnO4-, soit Fe2+, sur quoi? Bah, sur le coefficient stoichiométrique de ce réactif. Coefficient stoichiométrique. Donc, si dans le programme, je veux lui rentrer cette expression-là pour qu'il calcule X max, qu'il calcule ça, là, ce rapport, Ni réactif sur coefficient stoichiométrique. Bah, donc, il y a des parenthèses, hein, vous l'avez dans le programme. Qu'est-ce qu'on va lui faire calculer? Bah, il faut aller voir dans le programme comment ça s'écrit la quantité de matière initiale de réactif. Elle est là. C'est ça. Donc, il va falloir taper exactement la même chose. Donc, réac, entre crochets, I. Ça, c'est la quantité de matière initiale de réactif. Divisé. D'accord? Alors oui, d'ailleurs, j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Ça, là, ça veut dire est différent de. Je crois que j'ai dit égal. Ça, le point d'exclamation égal, ça veut dire différent. Donc, si la quantité de matière de réactif est différente de non connu, il va mettre la valeur dans le rapport. Si c'est non connu, comme H+, par exemple, il s'en occupe pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, je lui fais calculer X max en faisant la quantité de matière de réactif divisé par le coefficient stoichiométrique. Alors, dans le programme, vous allez rechercher comment s'écrit le coefficient stoichiométrique. On va le revoir tout de suite. Et il s'écrit comme ça. Donc, je vous l'écris, c'est coef. Alors, il faut l'écrire exactement pareil. Alors, vous allez voir, moi, je vais faire du copier-coller comme ça. Il n'y aura pas de problème. Tiret du bas, réac, d'accord, entre crochets, I. Et voilà. Si je lui fais calculer ça, bah, il va mettre la première valeur, ce X max là, Ni de MnO4- sur 1. Il va mettre ça dans le rapport. Il va calculer le deuxième, Ni de Fe2+ sur 5. Il va mettre ça dans le rapport. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le minimum des deux. Et ça nous donnera la valeur de X max. Ok? Alors, on y va. On va voir sur le programme. Donc, je me remets de l'autre côté. Voilà. Alors, le voilà le programme. Donc, vous voyez, coefficient réactif, il est là. Hop, c'est comme ça qu'il s'écrit. Alors, j'y vais. C'est dans, voilà, c'est ici, à modifier, fonction qui calcule l'avancement maximal. Donc, j'y vais, je vais faire le rapport que j'ai dit. Donc, ce sera la quantité de matière. Donc là, je fais du copier. J'appuie sur CTRL-C, j'ai surligné, paf. Je le remets là, CTRL-V. Et voilà. Slash, donc pour diviser. Et je vais aller chercher dans le programme comment ça s'écrit le coefficient des réactifs. Alors, je peux aller tout en haut, il est là. Coefficient réactif, il est là. Hop, je surligne. CTRL-C. Et je vais le remettre ici. CTRL-V. Et voilà. Là, il va me calculer à chaque fois ce rapport. Il va le mettre dans la liste des rapports. Donc, il y en aura deux.
et il va me prendre le minimum. D'accord? Alors après, pour qu'il me donne l'état final quand x égale x max, il faut lui dire xf égale x max. Alors écrit exactement pareil. Hein. Ok? Et là, on est bon. D'accord? Alors, je vais y aller. Hein. Je vais exécuter le programme pour voir si ça fonctionne. Ah, il y a une erreur. Alors, où est l'erreur? Il me dit... je me suis peut-être trompée de slash. Pourtant, non. N de réactif divisé par coefficient de réactif. Alors, je vérifie. Alors, ça peut arriver, ça. Il faut vérifier pourquoi ça ne marche pas. Alors, il me donne la source d'erreur. Hein. Il me dit float and list. Il y a un problème avec le slash. Alors, pourquoi il y a un problème avec le slash? Ah, peut-être c'est ça. Bah oui, je suis bête. Donc, la quantité de matière de réactif, elle est là. Et moi, j'ai mis entre crochets avec un i. D'accord, donc c'est là le problème. Ah non, bah voilà, non, j'ai compris. Mon problème, c'est que j'ai mis quantité de matière de réactif pour le réactif I, d'accord? Mais par contre, j'ai pas mis, pour le coefficient, j'ai pas mis que c'était pour tout. Donc, il faut que je mette que c'est coefficient de réactif I. Pourquoi? Parce qu'il va prendre le coefficient pour chaque réactif de la liste. D'accord? Donc, normalement, ça devrait fonctionner maintenant. Et voilà, on y va. Alors, il y a plein de petites bêtises qu'on peut faire hein, sur Python. Donc là, je laisse hein, l'erreur que j'ai commise parce que ça peut vous arriver. C'est que là, on calcule pour tous les réactifs de la liste. Donc, c'est pour ça que vous avez entre crochets le i. Okay, et si je ne le mets pas sur le coef et que je le mets sur la quantité de matière, ça ne va pas. Et pareil, si je l'avais oublié sur la quantité de matière, ça n'aurait pas marché. Alors, on va voir les résultats ici. Donc, il nous dit quantité de matière pour l'avancement maximal x max égale 0,1 mol. Donc, il a calculé le x max. C'est super, c'est celui qu'on avait hein, juste avant. MnO4- 0 mol, donc c'est bien le réactif limitant. Fe2+, 0,5 mol. Et on a ces produits-là à la fin et leur quantité de matière. Donc, ça marche bien. Donc, ce programme-là, si vous modifiez dans le programme les quantités de matière initiale, donc voilà, vous modifiez pour cette même réaction les quantités de matière initiale, bah, il va vous calculer le X max. Ok? Donc si par exemple je remets, on va le tester, hein, je remets 0,1 pour Fe2+, comme quantité de matière initiale, bah, il va me calculer le X max, j'y vais, hop, et bien là le X max il serait égal à 0,2 mol. Donc, et Fe2+, serait le réactif limitant. Donc, ça peut me calculer pour n'importe quel état initial la valeur du X max. Donc, pour cette réaction-là. Donc, c'est plutôt rigolo. Alors, évidemment, nous, on ne sait pas écrire, même moi, hein, ce genre de programme complètement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir beaucoup et bien connaître le langage Python. Par contre, comprendre comment ça fonctionne et modifier des choses quand vous le pouvez, ça peut être pas mal. Voilà, voilà. Alors, la suite. Donc, on est ici. Établir l'équation de l'oxydation de l'éthanol par les ions dichromate, donc réactif éthanol et ion dichromate, en présence d'un excès d'ion H+, donc ça pourrait être en milieu acide. Ensuite, on va modifier le programme pour entrer cette équation-là. Donc, on va tout modifier, les réactifs, et on va prendre, et les produits, et on va prendre comme quantité de matière initiale 0,5 mol de chaque réactif. D'accord? Et du coup, on va voir le programme, si ça fonctionne et si ça nous donne les quantités de matière des réactifs et des produits à l'état final. Alors déjà, il faut écrire l'équation de la réaction. Donc c'est une équation d'oxydoréduction, hein, d'accord? On vous donnait dans les données les couples d'oxydoréduction. Il y avait Cr2O7 2- Cr3+, donc Cr2O7 2- est l'oxydant. Cr3+, le réducteur conjugué, et le réactif, c'est Cr2O7 2-. Donc, je vais commencer par écrire la demi-équation en rapport avec ce couple. Donc, on a Cr2O7 2-, donc c'est un couple qu'on a déjà vu, hein, mais on le refait, c'est pas grave, donne Cr3+. Première chose à faire dans la méthode, équilibrer les éléments chimiques qui ne sont ni H ni O. Ici, c'est le chrome, j'en ai 2, il m'en faut 2 ici, donc je mets un 2.
Ensuite, les oxygènes. J'ai 7 oxygènes ici, il m'en faut 7 de l'autre côté. Je peux équilibrer les oxygènes en rajoutant des molécules d'eau autant que nécessaire, puisque je suis en solution aqueuse avec les ions dichromate, donc 7 H2O. Mais du coup, je rajoute des H, j'en rajoute 2 fois 7, 14 H. De l'autre côté, j'en ai pas. Donc, je rajoute pour équilibrer les hydrogènes 14 H+, sachant que je suis en milieu acide, j'ai rajouté un excès d'ion H+, donc il n'y a pas de souci. Je termine par les charges. Ici, de ce côté-là, j'ai 2 fois 3+, donc j'ai 6+, et de l'autre côté, j'ai 14+, plus 2-, c'est-à-dire 12+. Je n'ai le droit de rajouter que des électrons, et pour avoir autant de charges des deux côtés, il faut que je rajoute 6 électrons. Ça fait 14+, plus 2-, 12+, plus 6-, ça fait 6+, et de l'autre côté, 2 fois 3+, 6+. D'accord? Donc voici pour la demi-équation de ce couple-là. Deuxième couple, c'est le couple acide éthanoïque, C2H4O2, et éthanol, C2H6O. Donc le réactif, c'est l'éthanol ici. Alors forcément, puisque Cr2O7- est un oxydant, il doit réagir avec un réducteur. Donc c'est forcément C2H6O ici. Donc j'y vais pour équilibrer la demi-équation. C2H6O donne son oxydant conjugué, C2H4O2. Alors on y va. Les éléments chimiques autres que H et O, c'est C. Il y en a 2 ici, 2 là. On est bon. L'oxygène, j'en ai un là et 2 là. Donc, il m'en manque un de ce côté. Donc, je rajoute une molécule d'eau. D'accord? Ensuite, les H, 6, 7, 8. J'en ai 4 ici. Donc, il faut que je rajoute 4 H+. Je finis par les charges. Ici, j'en ai pas. Ici, j'ai 4+. Donc, il me faut, pour avoir 0 charge, annuler les charges, il me faut 4-. Donc 4 électrons. Je vérifie au passage que C2H4O2 est bien un oxydant puisqu'il capte des électrons. Donc C2H6O est bien le réducteur. Je ne l'avais pas fait pour le couple précédent. Cr2O7- est bien un oxydant puisqu'il capte des électrons. Pardon. Alors, pour écrire l'équation finale, il faut que j'ai transfert du même nombre d'électrons. Or, ici, j'ai 4 électrons ici et 6 ici. Donc, il faut que je multiplie les équations pour avoir un même nombre d'électrons échangés. Donc, ici, il faut trouver un facteur commun. Ici, quel est le nombre d'électrons transférés qui va être commun aux deux? C'est 12 électrons. C'est-à-dire qu'ici, on multiplie par 3. Ça fait 4 fois 3, 12. Et en haut, on va multiplier par 2. 2 fois 6, 12. OK ? Du coup, je multiplie tout ici par 2, donc ça fait 28, 2 fois 6, 12, 2 fois 2, 2 fois 7. Je préfère tout multiplier pour ne pas en oublier. Ici, je multiplie par 3. Voilà, 3 fois 4, 3 fois 4. Donc ça fait bien 12 électrons qui sont donnés, qui sont lâchés ici et donnés ici. D'accord ? Donc au final, ça nous donnera quoi? On n'a plus qu'à additionner. Hop. Donc ça nous donne 2 Cr2O7- plus 2 fois 14, 28 H+, plus, on ne met pas les électrons, 3 C2H6O plus 3 H2O. Donne, donc la flèche, 2 fois 2, 4 Cr3+, plus 2 fois 7, 14 H2O, plus 3 C2H4O2, plus 3 fois 4, 12 H+. D'accord? Alors, on voit qu'on a des H+, des deux côtés et qu'on a des H2O des deux côtés. Donc, on peut simplifier. Donc, par exemple, ici, j'ai 28 H+, ici, j'en ai 12. Donc, je peux en éliminer 12 de chaque côté. Il m'en restera 16 de ce côté-là. Pareil pour les molécules d'eau, j'en ai 14 ici, j'en ai 3 ici. Donc, je peux simplifier les 3 ici et en enlever 3 ici. Ça me fait 11 molécules d'eau. D'accord? Donc, au final, je ne vais pas réécrire. Ça nous fait 2 Cr2O7- plus 16H+, plus 3 C2H6O, donne 4 Cr3+, plus 11 H2O, plus 3 C2H4O2. Donc, maintenant, j'ai l'équation. Je vais pouvoir aller modifier mon programme en prenant comme quantité de matière initiale de chaque réactif, donc Cr2O7- et C2H6O, 0,5 mol. H+ sera en excès et H2O
Bah, exact, également. Mais là, c'est pas au départ, donc c'est pas très grave. Alors, on y va. Je vais aller de l'autre côté, donc, pour regarder le programme à modifier. Alors, je vous l'ai remis. Donc, c'est le même programme que tout à l'heure, avec tout ce qu'on a modifié déjà. Mais je vais essayer de modifier à partir de mon équation. Alors, mon équation, les réactifs ne sont plus MnO4-, mais Cr2O7 2-. D'accord? Alors, on ne peut pas respecter les indices, etc. Hein, c'est pas très grave. Donc, dichromate. Ensuite, c'est l'éthanol C2, grand C, H6O. Voilà. Et on a des ions H+. OK? Au niveau des coefficients stoichiométriques, alors, pour Cr2O7 2-, on a un 2. Pour C2H6O, on a un 3. D'accord? Et pour H+, on a un 16. Donc, je modifie le programme comme ça. OK? Pour les produits, alors j'ai qui comme produit? J'ai Cr3+, donc l'ion chrome 3, et j'ai l'acide éthanoïque, C2H4O2, et j'ai de l'eau. Au niveau des coefficients stoichiométriques, Cr3+, on a dit 4, l'acide éthanoïque, on a dit 3, donc vous avez votre feuille avec vous hein, pour bien regarder en même temps, et H2O, on en a 11. Voilà, donc là j'ai modifié déjà le début. L'équation de la réaction, du coup, va être modifiée grâce à ça. Ensuite, pour les quantités de matière de réactif au départ, on nous dit de prendre 0,5 pour les deux. Voilà. Et pour H+, non connu en excès. Donc, si l'espèce est en excès, on met NC. Donc, pas de souci. Pour les produits au départ, 0, 0 et non connu pour l'eau. 0, 0 et non connu. OK? Donc là, j'ai bien modifié tout ce qui concerne l'équation de la réaction. Donc, pas de problème. Ensuite, donc j'ai plus rien à modifier. Je peux y aller directement. Donc, on y va. Pouf. Je clique sur exécuter. On va voir ce que ça nous donne. Donc, regardez en bas. Équation, vérifiez que c'est la bonne. 2Cr2O7 2- plus 3C2H6O plus 16H+, donne 4Cr3+, plus 3C2H4O2 plus 11H2O. Il nous a bien écrit l'équation comme il faut. Pour les quantités de matière initiale, 0,5, 0,5, H+ en excès. Les produits, 0, 0. OK? Alors là, d'après notre programme, on aurait un Xmax de 0,1666666. D'accord? Ça tombe pas juste, donc ça fait 0,17 mol. On aurait comme réactif limitant l'éthanol, C2H6O, et comme réactif en excès, l'ion dichromate avec une quantité de matière finale de 0,160 mol, 0,167 mol. Et comme produit, on aurait du Cr3+ avec 0,667 mol et de l'acide éthanoïque avec 0,5 mol à la fin. OK? Alors, vous pouvez vérifier avec un tableau d'avancement, hein, mais évidemment, ça nous donne ça. D'où l'intérêt du programme, hein, quand on a ce programme qui est déjà fait. On a juste à modifier l'équation et puis, pas de souci. Alors, pour finir, dernier petit programme à modifier, donc c'est le même hein, que celui qu'on avait tout à l'heure avec tout modifié, mais on vous demande de modifier le programme, donc c'est à la fin, pour qu'il signale le cas où le mélange initial est stoichiométrique. Donc c'est juste pour qu'il dise si le mélange est stoichiométrique ou pas. Alors pour ça, vous avez une dernière partie dans le programme, on vous dit stoichio, alors c'est une variable, il va dire que cette variable est vraie, donc c'est, elle sera vraie si quoi? Alors, donc c'est encore une boucle for, pour tous les réactifs, donc on va de 0 à tous les réactifs qu'on a, d'accord? Si la quantité de matière de réactif est différente de non connu, donc en excès, et si nanana, alors stoichio va être faux. Donc ça veut dire que ce ne sera pas stoichiométrique. À quelles conditions le mélange n'est pas stoichiométrique? Bah, si c'est différent de NC, et si c'est différent de 0. D'accord? Donc différent de 0, comment je vais l'écrire? Bah, je vais dire que la quantité de matière de réactif, pour les réactifs, I, doit être différent, donc différent c'est exclamation égale, de 0. Pardon. Donc si c'est différent de 0, bah, ce ne sera pas stoichiométrique, parce que pour que ce soit stoichiométrique, il faut que les réactifs, leur quantité de matière à la fin, soient nuls, tous les deux. Donc si c'est
différent de non connu, parce que si c'est non connu, pour H+, il sera en excès, d'accord? Donc, on s'en fout. Donc, si c'est différent de non connu ou différent de 0, alors le mélange n'est pas stoichiométrique. Mais si il trouve que tout est égal à 0, alors le mélange sera stoichiométrique. La variable ici sera vraie. Et donc, dans ce cas-là, si on a stoichio qui est vrai, donc si stoichio, là, si c'est vrai, ça veut dire qu'on n'a pas ça, ok? Eh bien, on va lui faire écrire le mélange, donc print, entre guillemets, le mélange est stoichiométrique. Stoichiométrique, d'accord? Et on va voir comment si ça marche ou pas. Donc, ce ne sera pas stoichiométrique si on a une des quantités de matière qui n'est pas égale à 0, d'accord? Ou une quantité de matière qui est égale à non connu, enfin une quantité de matière, si elle est différente de non connu, donc il y a une valeur et qu'elle n'est pas égale à 0, alors ce ne sera pas stoichiométrique. Si par contre les deux sont égales à 0, ce sera stoichiométrique. D'accord? Alors on va aller voir sur le programme. Alors on va le modifier comme ça. Hop. Donc je suis ici dans cette partie-là. Donc on nous dit si la quantité de matière de réactif est différente de non connu. Et donc là il va falloir lui rentrer la quantité de matière de réactif, tac, donc je fais copier-coller, différent de, donc c'est point d'exclamation égal, différent de 0. D'accord? Si on a ça, alors on met les deux points. Dans ce cas-là, la variable que j'ai appelée stoichio n'est pas vraie, donc ce ne sera pas stoichiométrique. D'accord? Si par contre, ça n'est pas respecté, donc en gros, si c'est égal à NC et qu'en plus, toutes les quantités de matière de réactif pour tous les réactifs sont nulles, alors ma variable stoichiométrique est vraie. Et dans ce cas-là, si c'est stoichiométrique, on lui fait écrire un espace plus le mélange est stoichiométrique. D'accord? Avec des guillemets. Hop. Et on finit par un espace. D'accord? Bon, là, il y a encore un espace après, mais bon, c'est pas gênant. Donc, on y va avec le mélange qu'on avait tout à l'heure. C'était 0,5 mol, hop, 0,5 mol. Alors, on a vu que ce n'était pas normalement un mélange stoichiométrique. On y va. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, il ne nous dit pas que c'est stoichiométrique à la fin. Bah oui, parce que ça ne l'est pas. Et on a un réactif limitant, c'est l'éthanol. Et Cr2O7 bah, il en reste évidemment à la fin. Alors, on va essayer de modifier pour voir s'il nous dit bien quand c'est un mélange stoichiométrique. Il faudrait quoi pour avoir un mélange stoichiométrique? Bah, il faudrait que la quantité de matière initiale de Cr2O7 sur 2, d'accord, parce que c'est son coefficient stoichiométrique, égale la quantité de matière d'éthanol, donc N de C2H6O sur 3. Ok? Donc, ça voudrait dire que la quantité de matière, par exemple, de C2H6O, bah, sur 3 égale N de Cr2O7 sur 2. Donc, si je fais passer le 3 de l'autre côté, ça devrait être égal à 3,5 de la quantité de matière de Cr2O7 Alors, juste pour que vous compreniez bien, hop, je vais me remettre là. Donc, ça veut dire que vu que j'ai 2 Cr2O7 plus 3 C2H6O, pour être dans les proportions stoichiométriques, il faut que Ni de Cr2O7 sur son coef, sur 2, égale Ni de C2H6O sur son coef. D'accord? Donc, pour donner des valeurs, pour qu'on trouve des valeurs, ça voudrait dire par exemple que Ni de C2H6O doit être égal, je fais passer le 3 de l'autre côté, à 3,5 de Ni de Cr2O7 Donc si par exemple je prends 0,5 mol pour Cr2O7 il faudrait que pour C2H6O, je prenne 3,5 de 0,5. D'accord? Donc ça fait 3 fois 0,5, ça fait 1,5 divisé par 2. Donc on arrive à 0,75 mol. D'accord? Donc si je modifie mon programme en prenant 0,5 mol de Cr2O7 et 0,75 mol d'éthanol, normalement je suis stoichiométrique. Donc je vais vérifier si ça marche.
Donc je prends mon programme et je vais modifier les quantités de matière au départ. Donc on prend 0,5 de CR2O7- et on a dit 0,75 de C2H6O. Attention, 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 on y va. Alors, est-ce que ça marche? Aïe, aïe, aïe. Donc on est à 0 mol de dichromate, 0 mol d'éthanol, d'accord? Donc c'est super, les deux sont limitants, donc on est bien dans les proportions stoichiométriques. Et le mélange, il nous dit bien qu'on est... Le programme, il nous dit bien qu'on est dans le cas d'un mélange stoichiométrique. Donc ça marche bien. Voilà, voilà. Alors, j'espère que ça va pour ça. Le Python, faut pas avoir peur. En physique, c'est vraiment modifier des programmes, regarder la manière dont c'est écrit et essayer de retrouver en copiant un petit peu, en cherchant un petit peu. Mais surtout, c'est rentrer des formules, avoir compris qu'est-ce qu'il y a derrière le programme. Et il faut vraiment prendre ça comme un jeu. Parce que c'est rigolo de faire marcher le programme ensuite, de voir le lien entre ce qu'on a fait en chimie et ce qu'on peut faire avec un programme Python. Donc j'espère que ça va, n'hésitez pas à me poser des questions et surtout n'hésitez pas à modifier les programmes et à les utiliser, à les exécuter. Juste un petit détail, quand vous modifiez un programme, le problème c'est qu'il faut retrouver le programme d'origine. Donc je vous conseille de copier le programme d'origine, de lui donner un autre nom et de modifier ce nouveau programme-là et de garder le programme d'origine au cas où. Parce que quand on fait des bêtises, après c'est difficile de retrouver ce qui était correct. Voilà, j'espère que ça va. Et bon courage!